Bah, faut, voilà. Bah ouais, bah t'as vu. Alors ouais, alors on a un micro public, vous pourrez poser des questions. Et donc, bah, c'est bien que tu te présentes et qu'on on attaque tout de suite sur les problématiques que tu rencontres dans la production de vin et dans les conditions actuelles où la température augmente, etc. Enfin, je pense que c'était là-dessus qu'on devait parler. Pas de souci. Voilà, Bon, moi je le laisse, hein, je reste pas là moi, hein. bon, très bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Bon courage. merci. Bruno Manzone. Donc, je suis vigneron à Bellegarde, vigneron en cave coopérative. Je suis aussi dirigeant de la cave coopérative Vigneron Créateur, qui se situe à pour laquelle on a plusieurs sites de production, Bellegarde, Jonquière, Saint-Gilles et Bouillargues. Ah bon, Voilà, donc d'accord. vigneron en bio depuis Non, mais moi je dois envoyer des 97 ou trucs. Ah, 98, ok, d'accord. j'ai plus souvenir. Voilà, vigneron cave coopérative avec un petit passage en cave particulière, puis retour en cave coopérative. Voilà, on m'a demandé aujourd'hui de venir parler de l'agriculture au sens large, de la viticulture peut-être, de la problématique de l'eau pour l'agriculture, de la problématique de éventuellement toutes les questions qui vous passeront par la tête en matière agricole, en matière viticole. Voilà, moi je suis prêt à toutes les éventualités, prêt à toutes les questions, sans logique de chapelle d'intolérance quelconque. Voilà. David, Oui, bonjour. je te propose quand même d'animer un petit peu. Ah ok, bah, j'arrive alors. Voilà. J'ai pas prévu de plan, donc Ben non, donc comme là j'étais un peu dispersé, vous voyez qu'on est très organisé. Mais attendez, c'est aussi ce qui fait le charme d'une agora, c'est-à-dire on arrive, on discute. C'est pas parce que voilà les choses sont pas hyper préparées. Là, on est un peu dans l'improvisation, mais je pense que c'est important. C'est aussi comme ça que ça se passe dans la vie, hein. Si tout était préparé, ça marcherait pas pareil. Il y a une question déjà. Attendez, je vais donner le micro. Conférence, là, enfin, l'Agora, moi, j'aurais souhaité que, Bruno, tu présentes ta coopérative avec l'idée que c'est une coopérative assez importante, mais qui comment dire, accueille des agriculteurs non bio et des agriculteurs bio, et que vous essayez de coopérer. Comment ça peut se passer, du moins, comment ça peut se passer d'avoir effectivement des producteurs bio et non bio dans une coopérative déjà. Et ça, c'est la première question. Comment ça s'organise? Quelle est votre vocation? Est-ce que vous êtes tous appelés à devenir bio? Puis après, l'autre question, c'est la question d'actualité, c'est la crise sur le bio, dont on parle depuis plusieurs jours, là, il faut soutenir maintenant la filière bio. Comment ça se fait? Pourquoi il y a pas de, il y a pas de clientèle finalement pour le bio? Voilà, cette problématique-là, comment vous la vivez en fait? très bien. Merci. Bon, donc vigneron créateur, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 4 sites de production. On a des vignerons et donc des familles de vignerons qui sont répartis depuis Castillon-du-Gard, Saint-Bonnet du Gard, jusqu'à bien sûr Jonquière, Bellegarde, c'est le gros de la production. Saint-Gilles, la plus grosse partie de notre production vient de Saint-Gilles d'ailleurs, et jusqu'à Générac. Voilà, donc c'est 1300 hectares de vignes répartis sur toutes ces communes. On est actif bien sûr sur des produits comme le Costière de Nîmes, on est actif sur les Côtes-du-Rhône, on propose des Côtes-du-Rhône, et puis après on fait toute une série de 20 pays différents. 1300 hectares de vignes, les belles années on fait 90 000 hectos de vin, donc ça nous positionne comme une cave coopérative de taille relativement importante pour le département. Voilà, dans le département il y a plusieurs caves qui font 100 000 hectos, même un peu plus. Voilà, avec 90 000 hectos, vigneron créateur, c'est une cave de taille relativement importante. Et sur ces 90 000 hectos, on aura à la récolte 2023, de mémoire, 12 000 hectos de vin bio. Voilà. 12 000 hectos, donc avec une forte progression sur ces 3 dernières années. Et ça, c'est un point important par rapport à la problématique de la crise actuelle du bio au sens large et du vin bio plus particulièrement. On a eu une forte augmentation des vignerons en bio et donc des volumes qui vont arriver sur le marché. Voilà, depuis 3-4 ans. Pendant longtemps, on était 3 producteurs bio à la coopérative. On va dire des historiques depuis une vingtaine d'années. Et puis sur ces 10 dernières années, 5 dernières années, la quantité la surface de vignes en bio a augmenté et donc la production aussi. Donc c'est une très bonne chose, hein, sur le papier. Plus de producteurs bio, ça veut dire plus de respect de l'environnement, très bien.
faut savoir que nous, on n'a jamais poussé les gens vers l'agriculture biologique. Moi, en tant que producteur bio, j'ai jamais poussé les gens, mes producteurs, je les ai jamais poussés en leur disant vas-y, fais du bio, fais du bio. Ça n'a jamais été le cas. Les gens qui sont allés, ils sont allés par eux-mêmes. Certains par philosophie, d'autres certainement en se disant je vais mieux gagner ma vie en faisant du bio. Parce que c'est vrai que sur les 10 dernières années, il y a eu une forte embellie sur l'ensemble des produits bio, produits alimentaires, dont le vin a fait partie, avec une augmentation de la consommation française et étrangère, bien entendu, et une augmentation sur le produit que je connais bien, c'est-à-dire le vin, on va dire une rémunération des producteurs intéressante avec le vin bio. Bon voilà, donc ça c'était certainement un élément de motivation pour les vignerons à franchir le pas. Il y a un autre élément qui a poussé les gens à aller vers le bio, les producteurs à aller vers le bio, c'est que sur l'activité conventionnelle, sur la production conventionnelle, les contraintes sont de plus en plus importantes pour les producteurs. Les produits utilisables pour lutter contre les maladies et les ravageurs se restreignent, il y en a de moins en moins, leur utilisation est de plus en plus compliquée, de par la réglementation tout simplement. Et donc forcément, les contraintes techniques d'un producteur conventionnel, c'est-à-dire non bio, se rapprochent quelque part d'un producteur bio. Alors, attention, hein, il y a beaucoup de nuances. Les producteurs conventionnels ont toujours la capacité d'utiliser des produits phytosanitaires très performants, alors que le producteur bio, en viticulture comme dans les autres productions, a à sa disposition un arsenal relativement limité, et essentiellement donc, des produits naturels bien sûr, mais des produits préventifs et pas curatifs. Voilà. Donc produire bio, et j'en sais quelque chose, produire bio c'est prendre des risques. Il y a des années où on a des pertes de récolte, on n'obtient pas la récolte qu'on pourrait obtenir en termes de quantité par rapport à un producteur conventionnel qui a la vigne d'à côté, tout simplement, quoi. Donc voilà, derrière la philosophie de la production bio, il y a avant tout pour le producteur une logique de prise de risque qu'il faut assumer, ou alors il ne faut pas faire de l'agriculture biologique, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, les contraintes des producteurs en conventionnel se rapprochent quelque part des contraintes des producteurs bio. Voilà. Donc, je l'ai dit, on n'a jamais poussé les gens à faire du bio, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a 15% de notre production chez Vignerons Créateurs, 15% de notre production qui est en agriculture biologique. Voilà. Alors, est-ce que ça pose des problèmes d'avoir dans une structure comme la nôtre une production conventionnelle majoritaire et une production bio minoritaire? Non, ça ne pose pas de problème, sachant qu'il faut assurer une traçabilité parfaite, il faut éviter autant que possible les mélanges de produits. Pour ça, nous, on a réglé le problème, c'est qu'on a 3 sites de production et le bio est produit que sur un seul site qui fait quasi exclusivement qui travaille exclusivement des produits bio. Donc ça permet d'éviter les problèmes de mélange éventuels de produits bio et de produits non bio. Voilà. Et puis après, c'est une question de rigueur de gestion des produits en interne, quoi. Voilà. Donc ça ne pose pas de problème de faire du bio et du non bio dans une même structure et même dans un même lieu. C'est une question d'organisation. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Alors la crise du bio. Voilà, on va la présenter comme ça, même si à mon avis c'est pas une crise du bio, c'est une crise. C'est un peu réducteur de dire que c'est une crise du bio parce que, comme je viens de le dire, nous on a eu une forte augmentation de notre production bio, du volume offert. Et si on focus sur l'aspect viticulture, donc vin, la crise du bio actuelle, c'est certainement pas une crise de vocation des producteurs bio. Bien au contraire, c'est qu'on a tellement de gens qui ont basculé en production bio. Aujourd'hui, on est sur une crise de l'offre. Il y a une offre pléthorique en matière de vin bio. C'est-à-dire qu'on a doublé ou triplé, je n'ai pas le chiffre en tête, mais bon, voilà, il y a un décalage total entre ce que le consommateur demande aujourd'hui en volume et ce que la production est capable d'offrir. Et aujourd'hui, il y a un décalage total. Donc, on a énormément de vins bio sur le marché avec une consommation qui progresse, elle progresse toujours, mais elle progresse très lentement. Les leviers d'augmentation de la consommation qui existaient par le passé, notamment l'export, ça semble être un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que le marché qui a assuré la progression du vin bio sur ces 10 ou 15 dernières années, c'est le marché allemand.
Bon, le marché allemand aujourd'hui, c'est très compliqué parce que l'Allemagne est officiellement rentrée en récession. Donc dès qu'on a un problème économique dans un pays, les gens, au niveau des foyers, arbitrent économiquement, financièrement. Et les produits alimentaires restent en général une priorité. Mais le vin bio, c'est plus un produit alimentaire. C'est un produit qu'on pourrait qualifier de loisir, ou un produit culturel, ou un produit festif, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un produit de première nécessité. Donc le consommateur, il va arbitrer d'un point de vue strictement budgétaire. Et le vin bio, apparemment, fait un petit peu les frais de cet arbitrage. Ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc ce n'est pas une crise du bio. Les producteurs se sont massivement tournés vers le mode de production bio. C'est qu'en fait, il y a trop de bio aujourd'hui en disposition. Donc, je dirais que c'est plutôt, même si c'est un petit peu compliqué pour nous, producteurs, c'est quand même une bonne nouvelle au final. Ça veut dire que les producteurs se sont massivement tournés vers ce mode de production. Reste ensuite à espérer que les difficultés d'écoulement des vins bio ne fassent pas faire marche arrière à des producteurs, à des nouveaux producteurs bio, parce que ça peut être le risque. Hein. Ils se disent, finalement, je n'ai pas gagné ma vie, je rebascule dans un mode de production conventionnel. Donc ça, c'est un risque. Et ensuite, il faut que, et c'est le message qu'on porte nous auprès de nos producteurs, mais il va falloir faire le dos rond pendant 2-3 ans, j'imagine. 2-3 ans, c'est à mon avis le minimum, pendant lequel il va falloir qu'on accepte de perdre de l'argent sur le bio, de vendre au prix du vin conventionnel. Mais voilà, il faut faire le dos rond. Bon, il se trouve qu'en agriculture, on a l'habitude de faire le dos rond. On a l'habitude d'avoir des mauvaises récoltes, on a l'habitude d'avoir de la grêle, d'avoir des maladies. Donc la résilience, on sait ce que c'est en agriculture. Voilà. Donc aujourd'hui, le message que moi je porte auprès des producteurs de chez moi, de ma coopérative et des producteurs bio, anciens ou nouveaux, c'est il va falloir faire le dos rond pendant 2-3 ans, le temps que le marché s'équilibre, donc le temps que de nouveaux débouchés s'ouvrent, s'organisent pour cet afflux de vin bio. Il va falloir forcément passer par une baisse du prix du vin bio, parce que c'est là l'offre et la demande, tout simplement, de manière à ce que le marché se rééquilibre. Aujourd'hui, on vit une situation de déséquilibre du marché du vin bio, et il faut être positif. Il y a trop de vin bio, ça veut dire il y a beaucoup de vin bio, ça veut dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont franchi le pas, et ça, je crois qu'au final, c'est quand même plutôt pas mal, Voilà. Après, sur les autres produits bio, en fait, tous les produits alimentaires, on revient sur la logique d'arbitrage budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine crise économique aujourd'hui, les gens arbitrent et achètent un peu moins de bio. Le bio est toujours un petit peu plus cher, 20%, 30%, 50% plus cher, ça dépend des produits, et il faut que les gens arbitrent, c'est normal, c'est naturel, c'est légitime, et là aussi, il faut attendre un rééquilibrage. Voilà, on peut bien sûr espérer que les éléments extérieurs qui ont créé cette crise économique, je pense par exemple aux difficultés en Ukraine, des choses comme ça, se nivellent, ça serait une bonne chose, mais voilà, aujourd'hui, il faut que les consommateurs achètent intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils achètent du bio, ça c'est certain. Il faut qu'ils achètent du bio intelligent, c'est-à-dire que des produits transformés, supra-industriels, hyper transformés, je pense que ce n'est pas la bonne logique d'achat bio. Voilà, il vaut mieux privilégier l'achat de produits français, bio, non transformés, et les transformer chez soi, ça s'appelle la cuisine, simplement. Et après, il y a un autre message que moi je porte au niveau de la coopérative et que Vignerons Créateurs essaie de porter particulièrement, c'est qu'il faut que les producteurs achètent en local. Lorsque un consommateur, ce que j'espère vous êtes tous ici, de vin achète sa bouteille dans un magasin de producteurs, par exemple chez Vignerons Créateurs, mais aussi n'importe où, chez d'autres producteurs, la totalité de la valeur ajoutée va dans la poche du producteur. Et ça, c'est un acte militant. Si on achète du vin bio chez un producteur de vin bio, toute la valeur ajoutée va dans la poche du producteur et ça lui permet de continuer à vivre de son activité d'agriculture biologique. C'est aussi bête que ça, mais je pense qu'il faut le rappeler quand même de temps en temps. Et c'est valable pour le vin, c'est valable pour les fruits et légumes. À Saint-Gilles, il y a un lieu idéal pour acheter des fruits et légumes bio, c'est la coopérative Univers, qui a un magasin ouvert au public. Voilà, le message, c'est acheter des légumes, des fruits, du vin bio, de la viande bio, chez les producteurs, parce que là, au moins, on a une juste répartition de la valeur ajoutée. Voilà. Bon, excusez-moi, mais je suis appelé de tous les sens. Donc, non, mais c'est pas grave. Je veux dire, cette conférence a lieu. Regardez, tout se passe bien. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de l'eau dans les vignes.
Et parce que ça, c'est un peu la thématique de ces journées d'actes. Et en fait, c'était aussi pour essayer de comprendre, quand on est aujourd'hui viticulteur, comment on s'en sort avec les problèmes de sécheresse, parce que il s'avère que ça a changé là dans les derniers temps. Donc je veux bien savoir un peu comment ça a changé et quelles sont les stratégies que vous mettez en place, en particulier au regard de ce qui se passe par exemple en Champagne, où on sait que quasiment on n'aura plus de champagne, quoi. Alors ici on n'est pas en Champagne, mais comment vous allez faire avec l'augmentation des températures, l'irrigation, tous ces trucs qui sont en tension? Alors le réchauffement climatique, c'est une réalité. Il y a peut-être des gens qui le nient encore, mais c'est une réalité, on le vit tous les jours. Le dérèglement climatique au sens plus large, c'est-à-dire que les pluies sont moins bien réparties, quand elles tombent de manière plus importante. Ça, on le voit bien dans notre métier, tout est déréglé. Ici, localement, sur la zone, on va dire ce qu'on appelle la zone costière, c'est-à-dire la zone entre le pont du Gard et Vauvert, on a une chance, une force, c'est qu'on a un canal d'irrigation qui existe depuis les années 60, ce qu'on appelle communément le Baronne, qui nous permet d'arroser tout ce qu'on veut, pour un coût relativement modique. Donc, il a été mis en place dans les années 60 et ça a expliqué l'explosion de la production arboricole sur la zone. Donc Saint-Gilles est un bon exemple, où il y a eu une forte progression des surfaces de pêcher, des nectariniers et d'abricotiers sur la zone. La production de pêcher, elle n'aurait pas pu exister si on n'avait pas le canal du Baronne et le réseau d'irrigation qui en découle. Jusqu'à il y a 15 ans, on va dire, la vigne n'était jamais irriguée, enfin, quasiment jamais irriguée. Et depuis 15 ans, effectivement, on assiste à une explosion de l'irrigation de la vigne, notamment à travers le goutte à goutte. Donc les gens, le citoyen lambda, quand il se promène effectivement dans la nature et dans les vignes, il voit de plus en plus fleurir des tuyaux noirs dans les vignes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des vignes qui sont nouvellement plantées sont équipées de goutte à goutte. Et c'est impossible de faire sans? Ah non, c'est pas impossible. On peut faire, mais c'est plus compliqué. Quand on installe aujourd'hui une jeune vigne sur la zone des Costières, lorsqu'on n'installe pas l'irrigation, lorsqu'on n'est pas capable d'irriguer, la vigne elle pousse beaucoup moins bien. Voilà, ça c'est le premier point. L'autre point, c'est que le vigneron, qu'il soit bio, conventionnel, en cave coopérative, en cave particulière, peu importe, il a une contrainte d'équilibre économique sur son exploitation. Il y a des années très sèches, on a vécu déjà 3 années très sèches dans la région. Les rendements et donc l'efficacité économique de l'exploitation est fortement pénalisée lorsqu'il ne pleut pas, parce que la vigne produit moins de vin. Et donc à ce moment-là, la solution logique, c'est d'irriguer. Et aujourd'hui, l'irrigation, c'est un moyen de réguler la production, c'est-à-dire de la maintenir à un niveau d'efficacité économique suffisante. Et on n'a pas trouvé d'autres solutions. Alors, il existe d'autres solutions qui sont préexistantes ou qui sont en train d'être en cours de réflexion. Mais en viticulture, encore une fois pour la partie que je connais bien, on est sur un pas de temps qui est toujours relativement long. Parce qu'une vigne, on ne la plante pas pour 3 ans, on la plante pour 25 ans. Et aujourd'hui, si on prend un exemple tout bête, le cépage majoritaire sur la zone costière, c'est un cépage qui s'appelle la Syrah. C'est un cépage qui n'existait pas il y a 25 ans, enfin, qui était quasiment inexistant dans la zone en 25 ans. Et aujourd'hui, c'est le cépage majoritaire sur la zone. C'est un super cépage, un cépage rouge, qui fait des très bons rouges, on peut faire des jolis rosés avec aussi. C'est un super cépage, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est très sensible à la sécheresse. Il n'est absolument pas adapté à une situation de sécheresse. Alors, j'en viens à une question. Comment vous, en tant que coopérative, donc un groupement d'agriculteurs, viticulteurs, vous vous organisez pour justement trouver des solutions, inventer des nouvelles solutions? Parce que là, par exemple, ça a l'air aberrant que ce soit un cépage qui est sensible à la sécheresse qui soit majoritaire. Et oui, parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, cette logique du manque d'eau, elle n'était absolument pas présente. Et donc, alors, elle apparaît quand? Elle apparaît, je dirais, il y a une dizaine d'années à tout casser. La sensibilité de ce cépage-là à la sécheresse, on le connaît depuis longtemps. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas un problème en soi. Donc aujourd'hui, le mode de production de la locale, il est relativement menacé parce qu'effectivement, le cépage majoritaire, il est très sensible. Donc, bien sûr, les gens sont allés installer principalement de l'irrigation sur ce cépage, mais ça veut dire que, c'est pour répondre à ta première question, en fait, qu'est-ce qui va se passer en termes de stratégie d'adaptation du vigneron? Ce cépage-là, soit il sera irrigué, soit il va disparaître.
et il va être remplacé par d'autres cépages qui sont plus adaptés à la situation de sécheresse, tout simplement. Mais on est sur un pas de temps relativement long en viticulture, puisqu'il faut 15 ans, 20 ans pour s'adapter. Voilà. Ça, c'est une première manière de s'adapter. Alors, il n'est même pas nécessaire que la coopérative le dise à ses producteurs. Hein. Ils s'adaptent tout seuls là-dessus. Hein. Ils ont vite compris. Hein. Voilà. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'il faut trouver les cépages qui vont être capables de remplacer la Syrah, en l'occurrence, pour faire des jolis vins rouges, des jolis rosés. Alors, il y en a d'autres, des cépages, hein, mais voilà, nous, CAF Coopérative, on va pouvoir commencer à orienter les producteurs en leur disant arrêtez de planter ce cépage-là et plantez-en d'autres. Ou bien, si vous en plantez, sachez que de toute façon, il faut mettre de l'irrigation. Voilà. Et l'information, vous la trouvez comment ou vous la produisez comment? C'est-à-dire comment vous pouvez savoir quel cépage, quel nouveau cépage? Comment vous avez cette information? D'où ça vient? Alors, on va pas réinventer l'eau chaude tous les jours. De toute façon, les cépages résistants, ils existent. Par exemple, si on prend le cas du grenache, c'est un cépage très répandu ici. C'est un cépage qui est relativement résistant à la sécheresse. Voilà, on est en train peut-être de réinventer ou de redécouvrir des cépages anciens qui étaient présents il y a 100 ans, comme par exemple le carignan ou la clairette en blanc, qui sont des cépages beaucoup plus résistants à la sécheresse que la Syrah. Et ensuite, on a des organismes de recherche, je pense à l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, ou l'INRA, qui est des instituts de recherche agronomique, qui ont travaillé sur des cépages et qui sont capables de mesurer, de critérier, de sérier la résistance des cépages à la sécheresse. Voilà. Donc après, c'est le boulot du vigneron, lorsqu'il va vouloir remplacer une parcelle, de mettre le bon cépage au bon endroit, tout simplement, quoi. Voilà, donc en fait, la CAF coopérative, elle est quand même proactive, elle conseille, il y a des anticipations, il y a des discussions entre vous sur ces questions-là ou... Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Nous, CAF coopérative, on reçoit le besoin du marché, d'un côté. Nos clients nous disent je veux tel type de vin, telle couleur. C'est le critère le plus basique. Telle couleur, tel type de vin, tel niveau d'alcool, telle qualité, telle certification. Et ensuite, nous, on se retourne vers nos producteurs et on voit un peu ce qu'on a disponible en termes de production existante. On fait le mieux possible avec ce qui est existant. Et effectivement, on essaie d'être un petit peu visionnaire ou anticipatif, d'anticiper un petit peu. Et on oriente nos producteurs en leur disant, voilà, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il faut du vin blanc. Le marché demande du vin blanc et va demander encore plus de vin blanc dans les années à venir. Donc on essaie, dans la mesure du possible, d'orienter nos producteurs vers la plantation de cépages blancs, par exemple. C'est une stratégie d'adaptation. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'à l'intérieur de la coopérative, la question de l'eau, est-ce qu'il y a un débat entre les producteurs? C'est-à-dire, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'une coopérative, c'est des décisions horizontales? Vous avez des discussions? Comment ça se passe? Parce que quand on est à l'extérieur, on ne se rend pas trop compte de comment ça marche. Alors, le principe d'une coopérative, c'est qu'on n'impose rien à personne. Voilà, chacun est libre de produire comme il veut, dans le respect de la réglementation. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On essaie de faire en sorte que les gens ne fassent pas d'erreurs, bien entendu. On a un service technique en interne, c'est-à-dire qu'on a 2 techniciennes en l'occurrence, qui tournent toute l'année, qui rencontrent les vignerons au quotidien, qui sont dans les vignes, qui essaient de diffuser de l'information. On a quand même en viticulture, en agriculture de manière générale, un tissu de conseillers très largement développé. Je pense déjà aux chambres d'agriculture, mais il y a aussi des intervenants privés. Et tous ces gens-là trouvent de l'information à travers les recherches et diffusent, vulgarisent de l'information. Et nous, CAF Coopérative, on amène de l'information commerciale, technique au niveau des vins, et on essaie, dans la mesure du possible, d'orienter les gens pour qu'ils prennent des bonnes décisions techniques chez eux. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à irriguer, par exemple. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de débat, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion collective des coopérateurs sur quelle stratégie globale à mener par rapport à la consommation d'eau, par rapport au changement, tout ça, ça se fait, chacun décide dans son exploitation? De toute façon, chacun décide dans son exploitation. Voilà. Nous, le message qu'on porte, c'est pas d'excès. Pas d'excès, parce que quand on met trop d'eau, ça génère des situations qui peuvent être plus compliquées pour le producteur. C'est-à-dire ça peut favoriser l'installation de certains champignons, par exemple. Donc on met à disposition des outils. Aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire chez Vigneron Créateur, c'est qu'on utilise un outil de modélisation informatique. On travaille avec une entreprise privée pour ça. On est en phase de test actuellement là-dessus. Et donc on met à disposition des vignerons qui le veulent cet outil de modélisation qui permet aux vignerons d'arroser intelligemment. C'est-à-dire que chaque vigneron a sa recette pour arroser. Il y a ceux qui se contentent de regarder l'état du sol.
Il y a ceux qui se contentent qui utilisent des sondes tensiométriques dans le sol. Mais là, ceux-là, ils sont relativement avancés. Hein, c'est quoi tensiométrique? C'est une sonde qui mesure la demande en eau du sol. Ah ouais, carrément. Voilà, par une mesure de résistivité électrique. C'est assez basique en fait. Hein, mais ça demande, c'est les vignerons pointus qui font ça. Voilà, le vigneron plus basique, il se dit comment fait mon voisin, je vais voir comment fait mon voisin, et puis j'arrose à peu près comme lui, quoi. Et cette stratégie-là, elle amène souvent à des excès d'eau, qui sont négatifs parce que d'abord on consomme de l'eau pour rien, ça c'est le premier point. Et ensuite, ça dégrade la qualité du raisin et du vin. Donc l'important en matière de viticulture, c'est d'avoir un objectif qualitatif, quantitatif, et d'amener la bonne réponse technique. Et l'eau, c'est une réponse technique parmi d'autres. Donc on essaie de mettre à disposition des vignerons des outils de modélisation. C'est très simple. C'est une entreprise qui travaille, c'est un extranet. Moi, je l'utilise, bien entendu. J'ai 2 parcelles test. Sur l'extranet, j'ai désigné les parcelles. J'ai fait une analyse de sol. Donc je rentre dans la machine les caractéristiques du sol, donc la capacité du sol à retenir l'eau. Je rentre les caractéristiques de ma parcelle, le porte-greffe, le cépage, l'âge de la parcelle, la densité de plantation, des choses comme ça. Et ensuite, le prestataire utilise tout un ensemble de données pour me dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'arroser. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'arroser. J'aurais pu être tenté d'arroser parce qu'on sort d'un épisode de sécheresse relativement important. Heureusement, on a eu des pluies sur le mois de mai. Et aujourd'hui, moi, le modèle, il me dit, c'est pas la peine d'arroser. Pour l'instant, pour les 15 prochains jours, n'arrose pas, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, pourtant, ma parcelle est équipée, je peux arroser si je veux. Elle est équipée en goutte à goutte. Bon, je vais faire confiance au modèle. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une évolution du métier de viticulteur qui reçoit des informations. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement on taille et on récolte du raisin. Là, ça va beaucoup plus loin. Par rapport à la gestion de l'eau, il y a carrément de la donnée, des capteurs. Et donc ça, c'est pas un truc qu'on imagine forcément. Et ça, c'est la coopérative qui fait ça ou c'est vous seul dans votre exploitation? Ah non, c'est la coopérative. Au niveau de la coopérative, on souhaite que nos producteurs ils travaillent le mieux possible, le plus proprement possible, chacun dans sa certification. Hein. Moi en bio, mais d'autres producteurs en conventionnel. Et on les sensibilise toute l'année. On va les sensibiliser sur le respect de l'environnement, sur le respect de la nappe phréatique, parce que toutes les costières sont concernées par une problématique de pollution des nappes phréatiques. Donc avec pollution à quoi? Pollution par les pesticides, mais surtout pollution par les nitrates. Les engrais. Alors, les nitrates. Les nitrates, c'est une espèce chimique qui existe à l'état naturel. Okay. Non, mais j'attaque personne. Non, mais Donc, ce qu'on appelle les nitrates, c'est de l'azote. Et ça vient aussi des déjections, par exemple. Ça vient de plein d'endroits différents. Okay. Les nitrates, c'est de l'azote sous forme nitrate. Ça peut être aussi présent sous forme nitrite ou ion ammonium. Et les nitrates, on en a plein le sol. C'est-à-dire que toute espèce, tout élément vivant, que ce soit végétal ou animal, qui tombe sur le sol, qui se dégrade, va transférer des nitrates. Nous ne sommes que protéines. Hein. Enfin, beaucoup d'eau et un peu de protéines, nous-mêmes, êtres humains. Donc, tout ce qui tombe sur le sol va se dégrader et va relarguer des nitrates. Donc, il y a une partie de cet azote qui va monter dans l'atmosphère et une bonne partie qui va tomber dans le sol, qui va passer dans le sol. Et dès qu'il pleut, ces nitrates sont entraînés dans le sol et plus ou moins profondément. Ces nitrates, c'est l'élément nutritif principal des végétaux, des arbres. Donc, heureusement, la nature est bien faite. Le nitrate arrive dans le sol et il est capté en règle générale par une racine, que ce soit une racine d'arbre, qui va le capter et le réorganiser en matière végétale. Nous, quand on va consommer, nous, les bovins, tous les animaux, quand on consomme des végétaux, eh ben, on va ingérer des nitrates qui sont nécessaires pour notre nutrition. Bon, ça, c'est le cycle normal. Et effectivement, les nitrates, il se trouve que c'est un élément issu de la dégradation des engrais. Alors, attention au terme engrais, les engrais, c'est plein de choses différentes, mais notamment ce qui va permettre de booster un végétal, de booster la vigne en l'occurrence, c'est les engrais azotés. Et effectivement, si on a une utilisation non raisonnée des engrais azotés, il peut y avoir ce qu'on appelle des fuites de nitrates, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'est pas utilisée par le végétal qui finit dans la nappe phréatique. Nappe phréatique que ensuite nous autres citoyens consommons. Et il se trouve que les nitrates, c'est pas très très bon pour la santé. Voilà, donc consommer en excès, c'est pas très bon. Donc il y a une quantification et une cote d'alerte dans les eaux potables humaines
pour les eaux pour la consommation humaine, qui est de mémoire 50 mg par litre de nitrate. Et sur la zone nimoise, ce qu'on appelle la nappe de la Vistrinck. La grande nappe de la Vistrinck, Voilà. hier, il y avait un stand qui nous expliquait comment elle fonctionnait. Il y a en certains endroits, sur des zones de captage, il y a des dépassements plus ou moins forts de cette limite de potabilité. Voilà. Donc qui est responsable de ce dépassement? La nature, par définition. Hein. Il suffit qu'un brin d'herbe sèche, ça transfère des nitrates à la nappe. Les agriculteurs ont leur part de responsabilité, hein, tous les agriculteurs, parce qu'ils utilisent souvent des engrais azotés, mais pas que. Les collectivités locales, lorsqu'elles utilisent ou lorsqu'elles utilisaient des engrais pour les espaces verts, le jardinier du dimanche dans son jardin qui met un peu trop d'engrais. Voilà, quand on veut avoir des belles tomates ou des belles salades, on balance un peu d'engrais. Il faut savoir que ça pollue, hein, tout simplement. Donc tout le monde est responsable. Moi, c'est ce que je dis aux vignerons, c'est que nous, agriculteurs, nous, vignerons, nous avons notre part de responsabilité. On n'est pas les seuls. Mais puisqu'on est en partie responsable, il faut qu'on soit acteur aussi pour diminuer cette empreinte nitrate dans les nappes phréatiques. Et on essaie de sensibiliser au quotidien nos producteurs pour qu'ils produisent bien et qu'ils produisent mieux. Voilà. Et donc, par rapport à la nappe phréatique, ça veut dire que vous, à la coopérative, vous vous intéressez à la vie de cette nappe, c'est-à-dire la nappe de la Vistrinck, vous avez une espèce de météo de la nappe, vous suivez vraiment des données qui vous indiquent si elle est en bonne santé, pas en bonne santé. C'est un sujet ou c'est pas du tout un sujet? Si, c'est un sujet. C'est un sujet. Et pour éclairer les vignerons, en fait, on travaille avec un partenaire important chez nous, c'est l'EPTB, l'établissement public de bassin Vistre-Vistrinck. C'est un organisme semi-public, c'est une émanation des collectivités locales et de Nîmes Métropole notamment, dont le boulot c'est de surveiller les nappes au niveau de leur qualité, de leur niveau aussi éventuellement, et ensuite de faire des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs, auprès des particuliers, auprès des jardiniers amateurs, auprès des collectivités locales. Et donc ces gens-là, moi aujourd'hui, je me plais à dire que ce sont nos partenaires. On les fait intervenir le plus souvent possible auprès de nos vignerons parce qu'ils savent faire ce travail de sensibilisation à la qualité de l'eau. Voilà. Donc eux nous apportent de l'information de manière très régulière sur l'état de la qualité de l'eau pour les zones qui nous concernent, les zones où nous, vignerons créateurs, nous sommes acteurs. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'irrigation, ça recharge la nappe. Oui, Attendez, il y a une question là-bas. Bien sûr. Attendez, bougez pas, j'amène le micro. J'ai pas bien compris en fait, parce que tout à l'heure tu disais que l'irrigation se faisait exclusivement par le Rhône, hein, le bas Rhône. D'ailleurs, hier on avait une conférence sur ce Rhône dont on nous dit qu'il va perdre 20 ou 30% de son débit dans les prochaines années. Donc ça pose la question finalement de cet usage. Et du coup, pourquoi? Parce que la nappe phréatique du Vistre, là, vous ne l'utilisez pas en fait, vous le pompez pas dans cette nappe. Donc comment l'intérêt de la nappe, c'est quoi pour vous? C'est que vous voulez pas la polluer, c'est ça, par l'usage de nitrate par exemple? C'est ça. Enfin, j'ai pas bien compris l'usage de l'eau. Bon, déjà, on n'irrigue pas exclusivement avec l'eau du Baronne, enfin avec l'eau du Rhône. Il y a des gens qui utilisent des forages. Ça existe, c'est tout à fait possible. Ils doivent être déclarés, hein, les forages en général, c'est obligatoire. Donc on n'irrigue pas exclusivement avec le Baronne, mais la quasi-totalité des vignes de la zone costière sont irriguées avec le Baronne. C'est très simple, ça coûte pas cher, donc il n'y a pas de difficulté. Il y a tous les 200 mètres, il y a une vanne, hein, de toute façon, donc les choses ont été bien faites à ce niveau-là. Après, la problématique, c'est complètement de ne pas polluer la nappe de la Vistrinck, qui est la nappe dans laquelle tout le monde puise l'eau de consommation. C'est tout simple, hein. C'est ça. L'idée, c'est de dire aux gens, aux vignerons, diminuons notre empreinte sur la nappe, parce que c'est l'eau que je bois personnellement, tout simplement. Voilà. Donc, j'essaie de ne pas polluer la flotte que je vais boire, quoi, tout simplement. Et donc, par rapport à la recharge, ça veut dire que c'est intéressant, l'irrigation, elle vient dans la recharge de la nappe, ou à pas mon du avis, tout? ça c'est trop simpliste. Non, mais je pose la question. Je ne pense pas que l'irrigation ait un impact sur la recharge de la nappe. Ça serait très étonnant. Parce que je sais que la nappe de l'accro, par exemple, elle se recharge à 70% à cause des foins de l'accro, le foin de croc qui est un foin pour les chevaux. En fait, l'irrigation aussi des pêchers qu'il y a sur la route qui va à Fos recharge à 70% la nappe.
Et donc, ça empêche le biseau salé de s'installer. C'est parce qu'il y a de l'eau d'irrigation que la nappe, elle est préservée. Et c'est une nappe qui alimente en eau potable 200 000 personnes. Donc là, par rapport à ça, donc je me posais cette question parce que du coup, l'action de l'homme est vertueuse pour la nappe. C'est ça que vous cherchez à faire en réduisant la pollution au nitrate. C'est ça que j'entends. C'est le seul, le levier, c'est de dire essayons de limiter la pollution consécutive à l'activité agricole, la pollution de la nappe. La capacité de l'irrigation de la vigne à recharger la nappe. Là, je veux dire, là, il y a des rivières souterraines qui sont certainement beaucoup. On ne sait même pas d'où vient l'eau, donc. C'est très complexe. Hier, il y avait un stand qui était très intéressant sur la nappe. Pardon. Allez-y, cher ami. Merci, David. Juste une petite question. Tout à l'heure, vous parliez de vous utilisez un système pour l'irrigation par rapport à toutes les données que vous donnez à une société privée. Qui vous envoie, qui vous dit là tu peux arroser, tu peux pas. Est-ce qu'en amont de tout ça, il y a un contrôle quelconque sur l'utilisation des engrais, c'est-à-dire un engrais trop azoté ou potassium ou les engrais NPK? Est-ce qu'en amont, on peut contrôler un petit peu ce qu'utilise un viticulteur, bio ou pas bio, en se disant oui, normalement je dois mettre un engrais plutôt azoté, mais là il y a un général là qui soigne un peu tout. Je le mets et puis voilà. Est-ce que ça c'est contrôlé ou pas du tout? Alors il y a un contrôle et il y a des règles. C'est-à-dire que sur la zone où il y a une problématique nitrate, ce qui est le cas de la zone donc, de la Vistrinck, il y a une dose maximale à ne pas dépasser en azote. Et il y a des mesures et des contrôles? Il y a la règle, culture par culture. Il y a des périodes où il est interdit d'épandre de l'azote. C'est entre le 15 décembre et le 15 janvier, par exemple. Il est interdit d'épandre de l'azote. Il faut avoir conscience qu'il n'y a pas que de la viticulture. Sur la zone, il y a de l'arboriculture, il y a du maraîchage, il y a des grandes cultures, notamment du blé ou du blé dur, pour lesquels il y a des apports. Les apports d'azote doivent être faits fractionnés. D'un point de vue efficacité, il faut fractionner les apports. Et les apports se font tout le long du cycle du végétal qui commence en octobre. Donc, il faut sortir du. Il n'y a pas que la viticulture. Donc ça, il y a la règle nationale. Il y a la règle qui est renforcée sur les zones menacées, comme peuvent être la zone de la Vistrinck. Et ensuite, au niveau des zones de captage, c'est encore plus renforcé. Donc le niveau d'azote utilisable est limité. Par exemple, en viticulture, c'est 50 unités. Ce qu'on appelle 50 unités, ça veut dire 50 kilos d'azote par hectare. Ça, c'est la règle. Après, il faut s'assurer que la règle soit respectée. Ça, c'est un autre point. Donc effectivement, là, c'est les services de l'État qui sont censés contrôler, tout simplement. Donc ils font des contrôles inopinés, ciblés, j'en sais rien. Moi, à titre personnel, j'ai jamais été contrôlé. Non, mais c'est comme les contrôles d'hygiène en cuisine. Oui, il y a des contrôles. Une fois dans une carrière. Il y a des contrôles qui peuvent arriver sur. Après, nous, on fait notre boulot au niveau de la coopérative en rappelant la règle tous les ans, en faisant intervenir les acteurs locaux pour de la sensibilisation. Et voilà, on fait le max ce qu'on peut faire pour que les gens aient l'information et utilisent l'information et respectent la réglementation. Voilà. Et ensuite, on a des certifications, si je parle pour vignerons créateurs, on a des certifications bio, où là, de toute façon, la possibilité de fertilisation est très limitée, parce que les engrais azotés bio, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte très cher. Donc déjà, on n'en met pas parce que ça coûte très cher. Et pour tout ce qui est conventionnel, nos vignes sont certifiées, notamment avec la certification HVE, haute valeur environnementale, dans laquelle on impose à nos producteurs de donner la traçabilité de leurs opérations. C'est-à-dire que nous, un producteur, il ne peut pas rentrer son raisin s'il ne nous a pas dit ce qu'il a mis comme produit phytosanitaire et s'il ne nous a pas dit ce qu'il a utilisé comme engrais et quelle quantité il a utilisé. Alors après, bien sûr, il peut toujours nous raconter des histoires. C'est une relation de confiance. Mais voilà, on est obligé de rentrer dans une relation de confiance, effectivement. Mais tout ça, c'est vertueux parce qu'au final, les vignerons, 25 fois par an, on leur rappelle la réglementation. Voilà. Et alors, moi, j'ai une question par rapport à la pollution au nitrate. Est-ce que la pollution au nitrate, c'est ce qui provoque les algues vertes en Bretagne? Oui, apparemment, c'est ça, oui. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est aussi. Donc, ça joue aussi sur tout l'environnement de l'eau, dans les rivières, etc., en fait, et dans la mer et tout. Oui, tout à fait. Non, c'était juste pour que ce soit clair, parce que c'est pas si évident de savoir qu'est-ce que c'est qu'une pollution au nitrate, et voilà. Et là, je sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que je vois que là-bas, ils ouvrent les bouteilles et on a prévu une dégustation. Moi, j'avais une autre question, mais est-ce que quelqu'un aurait des questions déjà à poser à Bruno? Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je voulais savoir, quand on plante le petit plant de vigne, en combien de temps il donne?
combien de temps ça dure un plant de vigne et est-ce qu'il y a par exemple des aides pour arracher les plants très consommateurs d'eau au profit de plants plus vertueux en eau? Alors, c'est la question du Syrah, c'est ça? Qui ne résiste pas à la sécheresse. Donc, est-ce qu'on plante encore du Syrah durant? Est-ce qu'il y a une incitation justement puisque maintenant on sait qu'on va manquer d'eau, une incitation à remplacer très progressivement ou même très rapidement ce Syrah par d'autres cépages? C'est un peu un complément de... D'accord, donc un plant de vigne, ça met 3 ans avant d'être productif. Voilà. Une vigne, ça peut vieillir, ça peut durer une centaine d'années. Certains cépages, il y a des cépages qui de toute façon n'y arrivent pas, sont beaucoup moins résistants. Et aujourd'hui, compte tenu qu'on ne peut plus utiliser, on n'a plus aucun produit phytosanitaire qui permette de lutter contre les bactéries qui vont rentrer dans le bois et qui vont tuer la souche petit à petit. Il y a les maladies annuelles que peut-être certains d'entre vous connaissent, le mildiou, l'oïdium. Voilà, tout le monde a déjà entendu ces deux mots. Ce sont des maladies annuelles qui, grosso modo, dégradent le raisin. Voilà. Mais il y a d'autres maladies bactériennes qui vont rentrer progressivement dans la souche au fil des années et qui vont finir par étrangler la souche. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on utilisait des produits phytosanitaires qui permettaient tous les ans, on traitait les vignes tous les ans en hiver, ça permettait de lutter contre ces bactéries et ça a permis d'avoir un vignoble qui allait sur 40 ans, 50 ans, 60 ans. Depuis 20 ans, ces produits qui étaient hautement cancérigènes ont été purement et simplement bannis, ils ne sont plus utilisables. Donc là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au bout de 20 ans, 25 ans, une vigne, elle est juste bonne à arracher. Voilà, il faut intégrer, d'un point de vue comptable et financier, il faut intégrer que la vigne, elle s'amortit sur 20 ans. Quoi. Voilà. Avant, c'était beaucoup plus long. Voilà, ça c'est pour... Aujourd'hui, on n'a plus ces produits, peut-être que c'est une bonne chose d'ailleurs, mais voilà. Du coup, les vignes vivent beaucoup moins longtemps. Mais enfin, moi j'ai des vignes, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des vignes qui ont 50 ans. Hein. Mais c'est des cépages qui sont particulièrement résistants. C'est du Carignan et de la Clairette. Donc j'en viens à ta question. Aujourd'hui, la Syrah, en fait, il n'y a plus grand monde qui en plante dans la zone. Voilà. Pourquoi elle a été plantée en fait? Est-ce que ça a été une proposition qu'on a fait aux gens, c'est-à-dire tiens, la Syrah ça fait un joli vin, un bon vin, on va planter du Syrah, ou est-ce qu'on a répondu à une demande qui existait déjà? C'est-à-dire que les gens ailleurs consommaient du Syrah et on s'est dit bon mais tiens ici ça va tenir, ça va. Est-ce qu'on a créé là parce qu'en fait on a changé le goût des gens puisque si ça fait que 25 ans, moi ça fait plus de 25 ans que j'achète du vin et du coup je fais partie de la génération des gens à qui on a fait boire de la Syrah alors que je suis ici et que j'aurais peut-être dû boire autre chose. Non, parce que c'est un produit c'est un cépage qui objectivement fait de très jolis vins rouges. On peut faire différents profils de vin. Donc je serais plutôt tenté de dire qu'on a modifié le goût des gens pour aller sur ce produit-là qui est objectivement un très bon. Enfin, ça fait des très bons vins, quoi, de toute façon. C'est très plastique, on peut en faire des vins très concentrés ou au contraire des vins très légers, très fruités. Alors qu'avec le Carignan par exemple, c'est pas simple de faire des grands vins parce que c'est souvent un peu végétal, un peu rude, un peu rustique. Donc on doit rééduquer un petit peu le palais des gens aussi. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut compter sur les producteurs pour ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous la production viticole est plutôt orientée sur des produits standardisés au standard international, notamment avec les cépages. Chardonnay, Syrah, Merlot, mais parce que c'est une demande internationale. Et effectivement, si le consommateur est un petit peu curieux et va chercher des produits différents, qui sont parfois des produits d'appellation, mais qui sont aussi parfois des produits qui ne sont absolument pas dans les appellations, parce qu'il y a des producteurs qui aiment bien sortir de la logique d'appellation, il y a des jolies découvertes à faire, des découvertes de jolis cépages, qui sont souvent des cépages endémiques, des cépages anciens, Carignan, mais d'autres. Le Carignan, c'est celui qui est le plus facile à... Enfin, c'est celui qui était très présent dans la zone ici. Hein. Mais c'est même pas un cépage français, hein, c'est un cépage espagnol à l'origine. Bon, donc comme il n'y a pas de vrai français, il n'y a pas de vrai cépage français, hein, je me plais à le dire. Mais moi-même, je suis italien. Voilà, donc, par contre, le Carignan, c'était des cépages qui étaient très bien adaptés à la zone. Rustiques, résistants à la sécheresse. Mais sauf que pour en faire des grands vins, c'est compliqué. Voilà, il faut accepter de faire des sacrifices sur la quantité notamment. Et la Syrah, elle a répondu, elle a amené cette facilité de faire des jolis vins rouges et rosés avec des bons rendements. Donc c'est un bon outil quoi, pour le producteur et pour le consommateur. Quoi. Voilà.
Mais aujourd'hui, il se plante de moins en moins de Syrah parce qu'elle a... D'abord, elle ne vit pas très vieille, la Syrah. Elle est très sensible aux maladies du bois, donc elle dépérit rapidement. Et puis, elle a cette problématique de non-résistance à la sécheresse, quoi, qui fait qu'aujourd'hui, elle est très peu plantée. Voilà. Donc, le vigneron s'adapte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Mais alors, ça veut dire que la société, elle doit baisser les bras et ne pas se battre pour sauver, comme on tente de faire avec les espèces animales et autres espèces végétales, c'est-à-dire le Syrah est condamné. Moi, j'adore le Syrah et le Grenache mélangés, les deux. Alors, on ne peut pas inventer un système de désalinisation avec du voltaïque. On dessale l'eau avec des panneaux voltaïques et on va remettre de l'eau là où il faut pour que ce cépage continue à exister. Après, à propos de la désalinisation, je voulais vous demander aussi qu'en pensez-vous de la conservation du vin dans la mer, c'est-à-dire des vins bio. On parle d'un vin bio, qu'est-ce qui donnerait être conservé, ça se fait de plus en plus. Merci. Alors la conservation du vin au fond de la mer, je n'ai pas d'avis parce que je ne comprends pas quel est le processus qui intervient, si ce n'est qu'on prive on met le vin dans une situation on le prive d'oxygène, quoi, tout simplement. À mon avis, il n'y a que ça. Voilà, bon, pour moi, il y a une grosse part de fantasme là-dessus. J'ai pas d'avis. La désalinisation, je sais pas, c'est pas mon rayon. Et ensuite, moi, j'ai une réponse sur cette question, puisqu'on voit dans le sud de l'Espagne, il y a eu massivement recours à la désalinisation pour pouvoir irriguer la mer de Serre. Et en fait, c'est une catastrophe énorme parce que ça produit des montagnes de sel et du coup, ça détruit des terres. Et le problème de l'eau désalinisée, c'est qu'elle contient toujours un pourcentage élevé de sel et que en fait, on salinise petit à petit les sols. Et il y a un exemple parce que même si je n'ai pas préparé cet agora, j'ai lu pas mal de trucs sur la flotte. Et j'ai une histoire à vous raconter qui est assez dramatique. Dans la région de Berkane, donc qui est au bout du Rif, au bout du Rif, c'est-à-dire à la frontière algérienne, à l'est du Maroc, vous aviez les meilleures clémentines du monde étaient poussées là-bas. En fait, ils pompaient dans les nappes phréatiques et à force de pomper, parce qu'ils ont hyper développé la production dans les 20 dernières années, mais c'était une petite clémentine qui avait un petit goût de noisette, c'était un truc formidable, gastronomique. Et en fait, ils ont pompé, et à force de ça, le sel est rentré. Donc, c'est-à-dire exactement le phénomène qu'on connaît ici en Camargue, vers Aigues-Mortes, où le sel monte dans les terres et tue les vignes. Là, déjà, on a déjà ce problème-là, et c'est pas un pied. C'est vraiment, ça commence à être des surfaces très importantes. Et du coup, aujourd'hui, il y a toute une partie, c'est pratiquement 60% des clémentiniers qui avaient été plantés qui ont disparu à cause de la salinisation. Parce que le sel est monté. Et alors, c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, ils arrosaient en désalinisant. Comme la nappe était vide, l'eau salée montait dans la nappe. Et en fait, en 2 ans, ils ont carrément tué 60 ou 70% de leurs arbres. Non, mais en fait, c'est jamais complètement désalinisé. En fait, les pourcentages de sel dans l'eau sont quand même là. C'est impossible d'enlever tout le sel. Et en fait, c'est des toutes petites quantités de sel qui stérilisent le sol. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, on se dit, ouais, c'est pas grave, il y a de l'eau de mer. Mais pour l'instant, pour enlever vraiment le sel de l'eau de mer, ça coûte une blinde en énergie. Et en fait, on est dans une aberration. Et en Espagne, ils ont un problème avec le sel. Ils savent pas quoi en foutre. Ils en ont des montagnes. Quand je dis des montagnes, c'est des montagnes. Et l'eau salée, en fait, il y a aussi une problématique de transport. C'est-à-dire dans les tuyaux, il y a un problème. L'eau dessalée, en fait, ça va pas plus loin que 250 km. Parce que j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. C'est un vrai problème. C'est-à-dire on peut se dire, ouais, il y a de l'eau de mer, il y en a beaucoup et on n'en manquera pas. En fait, elle ne se transporte pas. Et pour la potabiliser et pour la mettre dans l'agriculture, ce que ça provoque, c'est que ça concentre du sel par petites quantités, petit à petit. Et à un moment, je vous dis, au Maroc, en 2 ans, ils ont tué leurs exploitations. Et sur le problème de la Syrah, de toute façon, il restera toujours de la Syrah, parce que, notamment dans son terroir d'origine, c'est-à-dire le nord de la vallée du Rhône, dans les appellations qui sont
pas forcément très accessibles financièrement, mais on va dire Hermitage, Croix-Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, où il y a 30 ans, la Syrah, elle était là-bas, quoi. C'est tout. Et bon, là-bas, je pense qu'ils vont continuer à utiliser de la Syrah, parce qu'eux, ils ont un régime hydrique différent. Côte-rôtie, oui, tout à fait. Voilà. Donc la Syrah, originellement, elle était là-bas. Et puis, on peut imaginer que pour les 50 prochaines années, ils vont continuer à utiliser la Syrah. Voilà. Mais ils ont des conditions radicalement différentes des nôtres, des conditions météo et de sol complètement le différentes. prix des vins n'est pas le même. Voilà. C'est moins accessible. Il y en a qui aimeraient pomper dans le Rhône là-bas. Potentiellement, ouais. Et après, effectivement, comme tu disais, le Rhône, c'est pas une ressource infinie, hein, parce que son débit va baisser. Tout le monde va vouloir pomper dans le Rhône. À un moment ou à un autre, pour l'eau potable, on va pomper dans le Rhône. Enfin, on le fait déjà de toute façon. Donc, ce que je dis aux agriculteurs, c'est si vous pensez que l'eau est une ressource infinie, vous vous trompez. Le Rhône, le Bas-Rhône, parce que nous on appelle ça le Bas-Rhône, l'eau qui sort au niveau du réseau d'irrigation, aujourd'hui c'est pas cher, on en a tant qu'on veut, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, ce sera peut-être plus le cas. Attention. En plus, il y a cette logique-là de... Comment est-ce qu'on peut faire du bio en arrosant avec de l'eau polluée? On a un gros filtre entre les deux, c'est la terre. Voilà. Tout simplement. Moi, Bruno, j'avais peut-être une dernière question. Je ne sais pas ce que tu en penses, David. Ah, pardon. Bertrand. Je voulais savoir si ça rentrait dans le cahier des charges du bio, l'irrigation ou pas. Non, à ce jour, l'eau d'irrigation ne rentre pas dans le... Enfin, c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle. Mais il y a un risque potentiel, hein, parce qu'effectivement, l'eau du Rhône, on ne maîtrise pas sa qualité, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc elle passe dans le sol, avant de rentrer dans la plante, elle passe dans le sol, qui filtre. Donc il y a un filtre, mais c'est un risque véritable. Donc ni sur la qualité, ni sur la quantité. Tout à fait. Ni sur la qualité, ni sur la quantité. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien, en agriculture, il n'y a rien qui limite la capacité d'utilisation de l'eau, si ce n'est la ressource en elle-même, quoi, au final. Et c'est bien le débat qu'il y a sur les méga-bassines, hein, mais on ne va pas attaquer celui-là. Hein. Non, on l'a déjà eu hier, hein, pas de problème. Bruno, moi j'avais une question alors plus personnelle. Alors je sais que tu es dans le bio depuis assez longtemps déjà. Donc tu es président ou directeur, président d'une coopérative où il y a des viticulteurs bio et non bio. Et moi j'aimerais bien que tu nous donnes d'où viennent tes convictions personnelles sur le bio, sur cette agriculture que tu engages sur ton exploitation, et on voit bien le niveau de technicité qu'il faut pour être agriculteur, tout simplement. Hein. Vous devez manipuler plein de données en fait et de techniques. Donc, quelles sont tes convictions personnelles, intimes sur le bio, enfin sur cette agriculture que tu souhaites la plus vertueuse possible? Bon, je vais avoir du mal à expliquer mes convictions personnelles parce que voilà, moi je pense qu'il faut produire proprement, tout simplement. Je suis persuadé que l'utilisation de produits phytosanitaires, d'engrais de manière importante, ça pollue. Ça, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est évident. Et après, en matière de viticulture, il y a deux manières de voir. Il y a soit une logique productiviste, c'est-à-dire je produis massivement un produit qui ne coûte pas cher, soit une logique qui passe par la valorisation du produit. C'est-à-dire je produis quelque chose qui va me rapporter un peu plus d'argent unitairement, par litre par exemple, ou par hectolitre. En matière de viticulture, on parle en hectolitres. Mais par contre, il faut que j'accepte d'en produire un peu moins. Et donc, pour un même revenu hectare, on peut avoir deux manières de faire. Soit je produis massivement quelque chose qui coûte moins cher, ça, on va dire que c'est le vin conventionnel, soit je produis moins, mais j'ai un produit qui va me rapporter un peu plus d'argent. Moi, j'ai choisi la deuxième technique sur mon exploitation. C'est-à-dire, je dis, je mets moins de moyens, je mets moins d'intrants, je mets moins d'engrais, ou j'en mets pas du tout, en fait, dans la réalité, j'en mets pas d'engrais. Moi, à titre personnel, je mets moins d'engrais, j'accepte d'avoir des vignes qui produisent moins, mais par contre, pour que je continue à fonctionner, il faut que ce vin, on me le paye un peu plus cher. C'est la logique de l'équilibre du vin bio qu'on connaît dans la région, qui est aujourd'hui un petit peu mise à mal par les éléments qu'on a donnés tout à l'heure, c'est-à-dire une surproduction actuelle. Mais ça va se résoudre, hein, dans 2-3 ans, ça sera résolu. Ça, c'est le schéma que les producteurs de vin bio ou de légumes et de fruits et légumes bio appliquent. Je mets moins d'intrants, j'accepte d'avoir des pertes de récolte, j'accepte d'avoir des mauvaises années, j'accepte de ne pas maîtriser toute la nature, le phénomène, le processus. Mais par contre, il faut qu'on me paye un peu mieux le produit pour que je puisse continuer à travailler, à vivre, tout simplement.
Et à côté de ça, il y a la logique conventionnelle. Mais là, je suis en train de faire du manichéisme. Hein. Bientôt, je vais opposer le conventionnel au bio. C'est pas l'objectif, mais c'est juste pour préciser la logique économique. Aujourd'hui, mes vignerons qui vivent du conventionnel, il faut qu'ils assurent un rendement hectare minimum, parce que le produit, il est standardisé. Le produit, il a un prix international. Un hecto de chardonnay, ça vaut le même prix qu'il soit français, italien, espagnol. Je parle pour les produits conventionnels, bien sûr. Donc, si le gars il veut continuer à vivre, nourrir sa famille et à faire vivre son exploitation, il sait que sur chaque hectare de vigne, il doit produire un certain niveau. Et un certain niveau qui, malheureusement, est de plus en plus haut, ce niveau, parce que les charges augmentent, les produits phytosanitaires, ça coûte de plus en plus cher. Un tracteur, le prix du tracteur a doublé en l'espace de 5 ans. Donc, lui, il faut qu'il assure un rendement. Moi, avec un produit bio qui est mieux payé, je dois assurer un rendement plus faible. Je suis moins sur une logique productiviste. Voilà ma conviction personnelle. J'ai pas tout le temps raison. Hein. Aujourd'hui, un producteur bio, il ne gagne pas forcément plus d'argent qu'un producteur en conventionnel. Mais Est-ce que la première raison, elle serait pas, mais tout simplement votre propre santé? ah oui, non, mais tout à fait, oui. Ouais. Ah, mais c'est certain. C'est certain. De toute façon, mais aujourd'hui, moi, j'y pense. Ouais, je sais pas s'il y a des statistiques, mais enfin, on entend souvent des problématiques de gens qui attaquent des grandes firmes phyto en disant j'ai utilisé pendant 20 ans tel produit, maintenant j'ai un cancer. Ils ont certainement raison, mais est-ce qu'il existe des études? J'en sais rien. Mais oui, cette raison qui consiste à dire je veux pas m'empoisonner moi en tant qu'utilisateur, bien entendu, mais pour moi elle n'existe même plus parce que j'utilise plus de produits sales depuis tellement longtemps. Voilà, mais je vois encore des gens qui utilisent des produits phytosanitaires dégueulasses et qui vont en tongs et en short. Hein. Donc leur santé apparemment ne compte pas. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est la première raison de toute façon. Il n'y a pas des contraintes, il y a des aides. Les agriculteurs bio ont été et sont un petit peu moins aujourd'hui, mais ont été largement aidés, subventionnés. Aujourd'hui, la majorité des aides elles sont fléchées sur l'aide à la transition écologique. C'est-à-dire pour aider les gens qui sont en conventionnel ou à basculer en bio, ou en tout cas à basculer sur des pratiques plus propres, notamment la suppression des désherbants. Voilà, donc on aide l'État, l'Europe et l'État aident massivement les vignerons pour s'équiper en matériel pour ne plus utiliser de désherbants, quoi, tout simplement. Ça, c'est une réalité. Hein. Là, le gouvernement, depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, enfin, les gouvernements ont fait le boulot, quoi, et l'Europe aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ça me m'étonne toujours qu'on enlève l'herbe dans les vignes, quoi. Ça m'étonne. C'est comme dans les pommiers. Parce que je me souviens, quand j'habitais à Saint-Rémy, j'allais dans les pommiers, il y avait du super... Bon, ça devait être traité, là, tout d'un coup, j'ai peur. J'ai une inquiétude qui m'étreint. Mais en fait, j'allais dans les pommiers pour ramasser les pissenlits. Mais quand je me promène dans les vignes, là, ça m'arrive de passer à côté. En fait, il n'y a jamais d'herbe. Ou alors... où est la nature, en fait? Aujourd'hui, compte tenu des problématiques de sécheresse, l'herbe, c'est un concurrent. Ah d'accord, ça pompe de la flotte. De la flotte et de l'azote. Et il n'y en a pas assez pour la vigne. Alors, lorsqu'on intègre du goutte à goutte, à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir de l'herbe au milieu des vignes, plus ou moins large. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'au mois d'avril, quand tu as des vignes qui sont complètement enherbées, tu multiplies de manière importante le risque de gel. Ah bon? Ouais, oui. De gel? De gel, tout à fait. Donc, la technique la plus classique en viticulture, c'est effectivement de travailler le sol de manière à éliminer Donc la travailler le concurrence. sol, ça veut dire quoi? Passer des herses? Des charrues, des herses, toutes sortes de matériel pour supprimer l'herbe. Voilà. Mais il y a vraiment une concurrence, c'est-à-dire que on peut pas imaginer, alors ça c'est un imaginaire, moi je suis pas du tout viticulteur, moi je suis devant un ordinateur les 3/4 du temps, on peut pas imaginer un retour à la nature, enfin je sais pas comment ils faisaient avant, je me rends pas compte. Ça a toujours été un concurrent en viticulture entre l'herbe et la vigne. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la problématique du vigneron, qu'il soit en cave particulière, en cave coopérative, en bio ou pas, c'est d'équilibrer son budget, quoi. Et l'herbe, c'est un concurrent. Donc il y a plusieurs stratégies, chacun a sa stratégie, mais aujourd'hui la stratégie qui fonctionne correctement, c'est d'éliminer l'herbe de manière quasiment totale, parce que ça permet d'avoir moins de concurrence, d'avoir des rendements corrects et une qualité correcte. Par exemple, donc tous ces trucs sur le sol vivant, planter sur du sol vivant, enfin il y a toute une tendance comme ça
maraîchage sur sol vivant, tous ces trucs-là, c'est pas du tout pris en compte dans la viticulture. Si, mais de manière marginale, parce que ne vont pouvoir utiliser ce processus de fonctionnement que les gens qui ont une valorisation suffisante de leurs produits. Ah d'accord, ça s'adresse en fait à des marchés où il y a le financement possible, C'est pas le financement. parce que Il y a la les valeur. consommateurs sont prêts à payer Voilà. une bouteille à un certain prix. 15 euros, 20 euros, qui vont te permettre d'avoir des petits rendements et de t'en sortir économiquement. C'est le nerf de la guerre, c'est toujours la même chose. Hein. Il Ouais, faut ouais, c'est la équilibrer. logique de marché en fait. De toute façon. Et on peut pas faire que des vins à 20 euros. On n'a pas la clientèle en fait. Bah, malheureusement, non. Voilà. Non, on serait triste. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est une réalité, quoi. Donc il y a effectivement une part de la production de vin qui est faite sur des productions à tout petit rendement, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et le reste, c'est fait sur des productions standardisées, parce qu'il faut faire tourner la boutique, quoi, simplement. Oui, non, mais je vois bien les logiques. Je pense que c'est assez clair. Peut-être on lance le verre. Allez, bah, Oui, bonjour. Excusez-nous. Je vais revenir un petit peu sur l'aspect technique de la concurrence entre l'herbe et la vigne. Bon, l'herbe, grosso modo, elle a un racinaire qui ne va pas dépasser 10-15 cm, alors que la vigne, par définition, elle a une racine qui descend très très profond, à plusieurs mètres. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre d'où venait cette concurrence, puisque de toute façon, je ne pense pas que ces petites racines, ces racines très courtes de l'herbe par rapport à celles de la vigne, ça puisse vraiment... J'ai toujours eu du mal à comprendre ça, cette histoire de concurrence. Ouais, je réponds rapidement, parce qu'on Ouais. nous appelle pour manger. Il faut se méfier en matière de viticulture, pas des fantasmes, mais des schémas. La logique qui consiste à dire la vigne a des racines qui descendent à plusieurs mètres, ça relève du fantasme. La majorité des racines de la vigne sont dans le premier mètre. Parce que les racines, elles ont besoin d'oxygène, tout simplement. Donc ça, attention, cette logique-là, il faut s'en méfier. Donc la majorité des racines, que vous travaillez le sol, que vous ne travaillez pas le sol, les racines, elles sont dans le premier mètre, de toute façon. Et vous prenez de l'enherbement par des vivaces, ce qu'on appelle le chien-dent, ça descend plus bas que la racine de la vigne. C'est enraciné beaucoup plus bas. Donc dès que vous avez des herbes, ce qu'on appelle des vivaces, des ronces, du chien-dent, du sorgho, la vigne, elle ne pousse plus du tout. Elle est hyper concurrencée. D'accord. Ça c'est une vérité, je vous le dis, c'est une réalité, quoi. Ah non, mais Voilà. moi c'était en fait, je me posais la question parce que on s'imagine des choses, c'est exactement Bien sûr, ce que tu dis, c'est-à-dire il y a un imaginaire de la nature en fait. Le monde du vin et de la vigne ou de l'agriculture, il y a beaucoup d'imaginaire. Dans la vigne, on utilise très souvent à titre commercial ou on utilise des argumentaires qui vont sur la logique de l'enracinement très profond, bien sûr. Donc c'est des histoires qui plaisent beaucoup aux consommateurs, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la vigne, elle se nourrit dans le premier mètre. Terminé. Ouais, c'est ça, c'est des histoires. On nous raconte tout le temps des histoires Très en fait. souvent. C'est génial, j'adore. Donc, pour Yad, je vais vous raconter une petite histoire pour les vins qui sont en dégustation. Là, Oui, voilà, on y va puis on conclut quoi. Voilà. Allez, hop. Donc, je propose à la dégustation aujourd'hui un produit de la cave coopérative Vigneron Créateur, bien entendu. Donc, Est-ce qu'il y a terre à cailloux? En l'occurrence, non. Là, on Ah, est sur le Damned. domaine Tagliani. Domaine Tagliani, c'est un producteur, donc monsieur Jean-Christophe Tagliani. Donc, c'est une cuvée spécifique d'un producteur, mais qui est fait au sein de la cave coopérative, qui est à Garon. Et qui est très bon. Et qui est très bon, préposé en 3 couleurs, rouge, blanc et rosé. Voilà. Donc, je vous invite à aller déguster le domaine Tagliani. Bon, moi je regrette qu'il n'y ait pas de terre à cailloux. Hein. Je vais bouder dans ma tente.